sont dehors tout le temps. C'est impoli pour moi. C'est un époque bizarre. Mais c'est le sud, ça. C'est comme un gros village. Tu sais, au début, on ne te connaît pas, alors on te regarde, c'est tout. T'aimes pas? Non. Mais ça me rassure, quoi. Enfin, je sais pas, les mecs dans la rue, je connais les patrons des bars, c'est un peu comme des papas, quoi. Ah, mais t'as besoin des hommes pour te sentir rassuré, toi, maman? Non, mais attends, ouais. Mais non, tu sais ce que je veux dire. Non, mais vraiment, il t'est déjà arrivé quelque chose? Mais oui, je vous ai dit. Les regards, les tétés, les crachats, les remarques. Ça, c'est laquelle? Bienvenue à Belzance! Non, mais c'est Belzance! C'est Belzance, bienvenue! Une fois, un homme m'a jeté des graines parce que je ne prenais pas. Des pépites, c'est les pipas, ça c'est la fiesta, les pipas, ça c'est... T'as eu ton baptême de pépites, ça y est, t'es habitant du quartier maintenant. Bienvenue. Bon écoute, c'est normal ce que tu vis, tes nouvelles. Moi je vais te filer mes petits tuyaux. Déjà, règle numéro 1, quand tu rentres tard le soir, eh ben tu prends les grands axes. Pour Belzance, rue d'Aix, et dans les petites rues, tu cours. Écouteurs sur les oreilles. Comme ça, quand tu n'as pas les remarques des mecs dans la rue, tu traces. Si t'as pas les écouteurs, la technique du téléphone. Allô chérie? Ouais. Ah, c'est toi, moi? Fais mon coucou. Ouais. Tu sors du cours de boxe? Moi, je sors du cours de team. Je te rejoins, j'arrive. Et regarde-toi, tu peux pas sortir habillée comme ça. Alors là, et ben voilà. Avec ça, tu prends 2 tailles d'épaule, carré la meuf. Droite, gauche, dissuasif. Dernier cri. Ah, cerise sur le gâteau, bombe lacrymo. Surtout, tu vises bien et tu cours vite. Hop, dans la poche. Et c'est normal, ça. Faut pas croire, c'est pas spécifique à Belzance. Tu sais, c'est comme ça dans toutes les villes du monde. T'es une femme, il y a des risques. Elle dit que ça lui évoque bizarre. C'est pas grave. Elle dit qu'elle se sent pas à l'aise. C'est une impression. Elle ne veut pas qu'on la regarde. Elle devrait être contente. On la siffle, c'est un compliment. Elle dit qu'elle se sent pas à l'aise. Mais de quoi elle parle? Des faits concrets. Il lui est déjà arrivé quelque chose? Sinon, de quoi elle se plaint? Elle dit que le malaise monte. Ah bon? Elle nous fatigue. Qu'elle arrête de faire du bruit. Elle dit qu'elle veut se sentir bien dans le quartier. Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce débat. On remercie donc les comédiennes qui nous ont permis de rentrer dans le sujet immédiatement. Et donc on a avec nous Sarah qui est la metteuse en scène, on peut dire ça, qui a lancé le projet de cette pièce. Et vous allez comprendre que cette pièce, dont vous venez de voir un extrait, a été créée d'une façon spéciale et par des gens qui voulaient parler du sujet et qui le connaissent. Donc bonsoir. Moi, je travaille ici au Théâtre de l'Œuvre comme artiste associée depuis plusieurs années. Et donc, mon travail, c'est d'aller dans le quartier, de récolter des récits d'habitants et à partir de ces récits, de faire des créations. Et donc, avec moi, il y a une petite équipe l'année dernière qui s'est montée, à la fois d'habitants du quartier et de membres de ce théâtre. Et on a créé une pièce qui s'appelle L'épopée de Belzance, qui retrace la vie des habitants du quartier et les sujets sensibles, dont celui de la place des femmes dans le quartier de Belzance. Et là, vous venez de voir une scène qui faisait partie de l'épopée de Belzance.
Et vu l'écho que ça a eu auprès notamment des femmes du quartier, quand on a joué cette pièce plusieurs fois, à la fois au théâtre et sous la halle Puget, dans l'espace public, et puis parce que c'est des thèmes qui me tiennent profondément à cœur, on a cette année un autre projet, Place aux femmes, dans le cadre de la prochaine inauguration de la place Louise Michel en haut du quartier de Belzins, où on travaille aussi justement sur des récoltes uniquement de témoignages de femmes, et où on va les faire entendre en même temps que des discours de Louise Michel, et puis des scènes aussi qu'on est en train de travailler. Ce sera le 23 juin, sur la place Louise Michel, qui n'est pas encore officiellement la place Louise Michel, mais c'est en cours. Et donc cette soirée et les événements à venir au Théâtre de l'Œuvre s'inscrivent aussi dans un cycle. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc ça s'inscrit dans toute une année où on a décidé, le théâtre, de faire une place aux artistes femmes. Et là particulièrement, il y a la quinzaine féministe qui est organisée par l'Équitable Café. Et donc dans ce cadre-là, en partenariat avec l'Équitable, on accueille 2 spectacles là au mois de mai. Donc il y a demain, vendredi et samedi, la domination masculine de la compagnie Manifeste Rien. Et il y aura aussi une représentation lundi gratuite pour les collectifs, les associations donc si vous souhaitez faire venir des femmes ou des hommes que ce sujet intéresse, qui font partie d'associations, vous pouvez venir lundi à 14h. Et il y aura aussi mardi prochain, le 29 mai, une conférence gesticulée, des lueurs pour les yeux, de 2 comédiennes qui sont super. Donc j'ai vu leur création qu'elles ont joué il y a quelque temps à la Dar la Mifa. Et donc c'est à partir de leur expérience de femmes qu'elles traitent des questions de sexisme, du racisme, d'intersectionnalité de manière très, très drôle, touchante, puisqu'elles partent de leur expérience. Et c'est très bienvenu aussi pour les jeunes. Si vous venez avec des jeunes, je trouve que c'est une super approche. Voilà, mardi à 19h, des lueurs pour les yeux. Eh bien, merci. Donc, en effet, cette soirée, elle s'insère dans ce cycle. Mars Actu s'est inséré dans cette programmation en choisissant pour le débat de ce soir, qui est notre 3e débat, la question de la place des femmes dans l'espace urbain. Rendez-vous intermasculine. On a eu, si vous êtes lecteur de Mars Actu, vous avez pu voir que ce matin, on avait plusieurs articles sur le sujet. Vous pourrez les retrouver après. Et puis, on aura aussi dans notre Agora, notre espace de libre expression, des articles, des chroniques faites par les étudiants de la Street School et toute autre sorte de sujets. Et n'hésitez pas à participer, vous aussi, au débat sur Mars Actu. Pour ceux qui ne connaissent pas Mars Actu, car je sais qu'il y en a, c'est un journal en ligne indépendant qui existe à Marseille depuis quelques années, mais qui aujourd'hui a un projet fort qui est celui d'être un média indépendant, sur abonnement, financé par ses lecteurs. On parle de Marseille par des enquêtes, des reportages, des sujets au long cours. On a besoin de nos lecteurs comme abonnés. On a besoin de votre soutien pour exister, donc surtout n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez qu'il y a un bar à abonnement juste à la sortie. Pensez-y, on en reparle aussi avant la fin. Voilà, donc je vais inviter nos 3 intervenantes de ce soir à participer au débat. Je vous propose de monter sur scène, mesdames. Nous avons donc Alexandra Louis. Alexandra Louis, qui est donc députée La République En Marche. Merci. Députée La République En Marche, élue donc il y a déjà 1 an, qui a été par ailleurs, allez-y, asseyez-vous, je vous en prie, et qui a été par ailleurs rapporteur du projet de loi sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est bien ça, et qui donc était pas plus tard que la semaine dernière à l'Assemblée pour défendre le texte, dont on reparlera au fur et à mesure du débat. Nous avons aussi Anaïs Bourdet, qui est fondatrice du blog
fondatrice du Tumblr. Alors le Tumblr, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une communauté qui, sur les réseaux sociaux, frôle des centaines de milliers de participants, 220 000 sur Facebook, si je ne me trompe pas. Donc Pays Tachnek, c'est à la base un recueil de témoignages sur le harcèlement de rue. Et donc, ça vous a amené à développer votre démarche bien au-delà, on en reparlera, à faire des interventions aujourd'hui, à parler en votre nom. Et notre troisième intervenante, c'est Geneviève Couraud, qui est donc membre du Haut Conseil à l'égalité pour les femmes et les hommes, qui a été de longue date une militante féministe, au planning familial notamment, et qui a aussi dirigé l'Observatoire des droits des femmes du département des Bouches-du-Rhône jusqu'il y a peu, donc qui nous offrira un regard à la fois sur les politiques publiques et puis un regard au long cours sur sa vie de militante. Donc je vous propose de commencer peut-être sur une question plus de vécu pour bien poser le diagnostic, qui est, bon, on arrive, on dit... rendez-vous en terre masculine, il y a un problème, les femmes ne se sentent pas à leur place dans l'espace public. On le sait encore mieux depuis qu'il y a eu une libération de la parole qui s'est faite au cours des derniers mois, mais qui était amorcée. Et ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être en partageant un vécu, quelque chose qui pour vous, dans vos souvenirs, dans votre expérience, est symbolique de ce malaise des femmes dans l'espace public. Je ne sais pas qui voudrait commencer, peut-être Anaïs, Geneviève. Une expérience qui pour vous est... Une expérience à moi, parce que moi j'en ai 15 000 d'autres femmes derrière moi. Bien sûr. Mais... Alors on peut essayer à vous et puis... Moi il y a une expérience qui m'avait particulièrement marquée, une fois où j'ai croisé un homme très âgé qui m'a fait des bruits de langue à l'oreille en me croisant. J'étais devant un bar à ce moment-là, donc je me suis retournée en lui disant « mais vous êtes dégueulasse !» Et en fait, tous les hommes du bar sont sortis pour me dire de dégager de là et que je n'avais pas à lui parler comme ça et que je n'avais rien à faire dehors, en fait. Et que c'était donc à moi de fuir. Et donc, je suis partie en courant pour avoir réagi à un geste, à des bruits qui étaient absolument obscènes. Donc, pour moi, c'est assez... ça évoque pas mal de problématiques qu'il va y avoir dans le harcèlement de rue. C'est cette côté, effectivement, domination masculine dans l'espace public, légitimité des femmes à être dans l'espace public et la peur qui est entretenue quotidiennement par ces comportements-là. Geneviève, peut-être ? Oui, j'ai pas le même âge que les deux autres intervenantes. Peut-être ça serait bon de préciser cette chose-là. En fait, on va poser ça tout de suite. Je suis née le 14 juillet 1944 et j'ai donc exactement l'âge du droit de vote des femmes. Je suis ravie d'être ici à cette tribune avec deux jeunes femmes qui sont en train de reprendre le flambeau du féminisme et de passer le témoin. Pour répondre à la question que vous posez, cette question du harcèlement de rue, je l'ai connue très tôt parce que je ne suis pas née en France, je suis née au Maroc où c'était une vraie plaie, et ça l'est toujours d'ailleurs. Dans les rues de Casablanca, de Rabat, c'est une plaie pour les filles que de se promener seule et d'être comme ça, harcelée sans arrêt, suivie d'aller d'un point à un autre, suivie par des grappes de gamins qui vous détaillent le nez, la bouche, les yeux, etc. C'est insupportable. Quand je suis arrivée en France, j'avais 17 ans et c'était pas du tout comme ça. Et il me semble que les choses ont changé. Ici à Marseille, pour donner un exemple précis de ce qui m'a semblé correspondre à ce que vous disiez, c'était pas un harcèlement qui s'adressait à moi. J'accompagnais une promenade en car avec une classe d'un de mes enfants, je me rappelle plus lequel, et on dirait que j'en ai 25, j'en ai que 3. Et donc, j'étais installée à l'arrière et derrière, il y avait un bonhomme en Solex qui exhibait son sexe avec des tas de mimiques quand il m'a vue arriver à l'arrière du bus. C'est très, très traumatisant. J'étais grande, j'étais maman. Bon, c'est pas des choses... Je veux dire que c'est extrêmement traumatisant. On comprend tout de suite que la ville, la rue, n'est pas faite pour vous, que vous êtes un objet qui n'a rien à faire dans cet espace-là. On y reviendra peut-être. Merci. Alexandra Louis, peut-être sur une expérience personnelle, ou alors j'ai oublié de préciser que vous avez été avocate, c'est une pénaliste, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez et droit du travail également. Voilà.
Donc que ce soit dans votre profession ou dans votre vécu personnel, vous devez avoir des expériences, j'imagine. J'en ai certainement de très nombreuses expériences, comme la plupart, je dirais, de mes concitoyennes, parce que ce sont les principales victimes. Je dirais qu'à titre anecdotique, ce qui m'a le plus marqué, en écoutant le témoignage de Geneviève, ça me rappelle cela. J'étais animatrice de centre aéré quand j'étais jeune, donc j'avais 18 ans. Je considère que je ne suis plus encore jeune. Et j'ai accompagné des enfants à la mer, et je me rappelle dans le bus avoir eu un individu qui m'a parlé en des termes très fleuris devant des enfants. Ce qui m'a particulièrement choquée, je l'ai retenu, et ce qui a retenu mon attention aussi, c'est que ce sont les enfants qui ont parlé à ce monsieur et qui ont pris ma défense et se sont levés et ont dit que c'était inacceptable de parler comme ça. Et j'ai trouvé ce témoignage justement, comme quoi finalement les enfants ont le sens de ce qui est bien et le mal, et ont pris mon parti, et j'en garde en tout cas un souvenir à la fois navrant et à la fois un souvenir plein d'espoir, parce que je pense que les enfants, c'est certainement une partie de la solution. Ça nous fait une transition toute trouvée, parce que j'allais poser la question de à quel moment est-ce qu'on comprend en tant que jeune fille, qu'enfant, qu'on n'a pas vraiment sa place. À quel moment est-ce que ça se construit ? Il y a, parmi les articles qu'on a publiés ce matin sur Mars Actu, il y avait une interview de Daniela Lévy, qui est quelque part dans la salle, qui est aussi militante féministe et qui a expliqué les différentes recherches sur le sujet, et qui disait bien que ça se joue dès la cour de récréation, quand les garçons jouent au centre et les filles sur les côtés. Peut-être Geneviève Couraud, vous avez travaillé à l'Observatoire des droits des femmes départemental. Alors le département, c'est les collégiens. En tout cas, c'est la compétence du département de regarder les collèges. Je pense que c'est quelque chose que vous avez constaté. À quel moment la frontière entre les garçons vont dehors et les filles sont mieux dedans, elle se dessine ? Je pense qu'elle commence extrêmement tôt, en fait. Moi, j'ai des témoignages de l'école maternelle où déjà les petites filles sont sur les bords de la cour de récréation quand les petits garçons sont au milieu et occupent l'espace. C'est Edith Maruet-Joulz, qui est une chercheure et géographe, qui a montré ça extrêmement bien dans le Sud-Ouest, et ce qu'on peut constater partout. Je crois que c'est quelque chose qui se construit très, très, très tôt, et c'est quelque chose qu'on accepte en même temps, parce que pour que cette partition de l'espace se mette en place, il faut bien que ce soit accepté par tout le monde, y compris par les enseignants. Quelquefois, on ne perçoit même pas qu'on est en train d'accepter ce genre de choses. Peut-être tout à l'heure, je vous dirai une expérience d'enseignante. J'ai été 32 ans enseignante dans le quartier nord de Marseille, dans le 13e et le 14e arrondissement. Et d'ailleurs, le quartier n'a rien à voir avec l'affaire, hein, c'est juste une expérience d'enseignante. Et c'est vrai qu'en classe, on voit tout à fait comment se construisent les choses quand on y est attentif. Peut-être Anaïs Bourdet ou Alexandra Louis, sur à quel moment on comprend qu'il y a une différence. C'est très tôt, comme on le disait. J'ai pas mal échangé avec Edith, justement, qui parlait de la nécessité d'éduquer à l'égalité. Parce que pour le moment, effectivement, on laisse s'installer finalement des comportements et des systèmes qui sont déjà discriminants sans même s'en rendre compte. Donc c'est dès le plus jeune âge. Après, je pense que les premières expériences marquantes, parce que donc, quand on est enfant, maternelle, collège, on ne se rend pas nécessairement compte, en tout cas, de cette division de l'espace et de ce qu'elle implique. Sur les expériences de harcèlement, où là, moi, je reçois en ce moment, en plus, c'est 48 heures, je reçois particulièrement des témoignages de femmes qui ont été harcelées étant mineures, et on se rend compte que le harcèlement dans l'espace public commence aux alentours de 8 ans. Donc c'est là qu'on a les premières expériences d'hommes exhibitionnistes qui montrent son sexe à une enfant, d'hommes qui fait des propositions sexuelles, propositions de suivre, des tentatives d'enlèvement, etc. J'ai reçu 150 témoignages là en 24 heures, et c'est les premières peurs aussi qui font que là on commence à réfléchir à ça, et du coup à créer des comportements de défense ou en tout cas d'évitement, et à se créer des stratégies quotidiennes d'évitement du harcèlement et des agressions. Donc c'est là, ça a été très bien évoqué tout à l'heure dans l'extrait de la pièce de théâtre, toutes ces stratégies comme le casque, le coup de téléphone, les clés entre les doigts, etc. C'est des choses qu'on fait sans se consulter. Les jeunes filles et femmes n'en parlent pas entre elles, mais spontanément on adopte des comportements comme ça dans l'espoir de diminuer les probabilités d'être harcelé, agressé, enlevé, etc.
Donc c'est très très jeune, c'est dès l'enfance en fait, et c'est quelque chose qu'on intègre au point qu'on s'en rend même plus compte. C'est que moi-même j'ai attendu mes 27 ans pour me rendre compte que j'étais régulièrement harcelée dans l'espace public. Je crois que effectivement ces comportements ils sont induits dès la petite enfance, et je crois que nous-mêmes nous les induisons parfois parce que nous les tolérons et parce que nous les acceptons. Il y a peu de temps, j'ai rencontré une dame sur ma circonscription qui a 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons. Ce qui était très intéressant en discutant avec cette dame sur justement, je lui expliquais que nous allions créer une contravention d'outrage sexiste, une nouvelle infraction. Et elle me parlait de la façon d'éduquer ses enfants. Il s'est avéré que je lui demandais justement, vos enfants, quand ils sortent, parce qu'ils avaient l'âge, en tout cas la préadolescence ou l'adolescence, elle me disait non, mes filles, je leur demande de ne pas mettre de jupe, je leur demande de rentrer à une certaine heure, mais par contre, sur ces garçons, qui avaient un âge, en tout cas un âge approchant, les règles étaient différentes. C'est-à-dire que cette dame a intégré dans son mode d'éducation cette différence-là, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle se dit, c'est comme ça, et de toute manière, elle le portait d'une certaine manière comme acquis, en se disant, la société est faite comme ça, société faite de discrimination, et finalement, on doit s'en accommoder. Et effectivement, on déploie toute une série de stratégies d'évitement, et je crois qu'on se retrouve tous dans la pièce de théâtre, ne serait-ce que de faire semblant de téléphoner, d'accélérer le pas, de baisser le regard, de faire semblant d'attendre des amis, et encore. Je parlais récemment avec des lycéennes qui me disaient « mais nous attendons toujours quelqu'un à la sortie, ne rentrons pas seuls, parce que… » Et c'est en cela que c'est un véritable enjeu de liberté, parce que la liberté avant tout d'aller et venir. Et je pense qu'effectivement, c'est dès l'enfance et dans l'éducation, à l'école et en famille, qu'il y a, à mon avis, un levier important d'action. Alors justement, on parle aussi de la ville telle qu'elle est faite. C'est vrai que là, par exemple, on est dans un quartier où il y a des toutes petites rues. Les façons d'aménager la ville, elles peuvent jouer sur comment se sent une femme dans l'espace, comment elle va être à l'aise pour aller d'un endroit à l'autre. En plus, on sait que les femmes sont souvent les plus précaires, donc elles ont le travail qui commence tôt le matin, il faut partir dans la nuit, ces questions-là. Quelles options on a pour améliorer la ville en tant que, au niveau des équipements, au niveau des infrastructures? Est-ce qu'il y a des solutions à portée de main? Je ne sais pas, peut-être Geneviève Courreau. Moi, je peux peut-être évoquer ce que je connais. Déjà, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des structures qui prennent en charge spécifiquement ces problèmes-là. Qui est, par exemple, je reprends là la préconisation que fait Yves Rebaud, qui est géographe à Bordeaux lui aussi, et qui est spécialiste de l'espace de la ville. Et il dit qu'il faut qu'il y ait des structures de type observatoire qui prennent en charge cette question de l'espace public. Il faut qu'il y ait aussi des marches qui permettent aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, de voir comment les choses se passent dans un quartier. C'est pas la peine de le faire sur les grandes aires. Il faut le faire petit quartier par petit quartier. Ça se fait très bien dans la région parisienne. Par exemple, je suis en train de chercher le nom et je ne m'en souviens plus du nom de la ville où ça se passe, ça va me revenir. Et ce sont des exemples qui sont tout à fait intéressants parce que l'idée, c'est que les femmes et les hommes aussi qui les accompagnent prennent le quartier eux-mêmes en charge et qu'ils mettent des limites aux choses dont ils ne veulent plus entendre parler. Et puis, il y a l'éducation aussi. Et cette question de l'éducation, elle n'est pas du tout gagnée. Elle n'est pas gagnée parce que les uns et les autres, nous ne sommes pas convaincus de cette chose-là. Et pas plus tard qu'il y a 8 jours, au Conseil, on nous auditait un médecin et auquel on parlait des agressions que subissent les sages-femmes quand elles sont à l'hôpital. Et on avait audité précédemment une jeune sage-femme sortie de ses études qui nous disait « Je ne connais pas une sage-femme qui, à l'hôpital, pendant le temps de ses études, n'ait pas eu la main aux fesses ». Et on lui rapportait ça à ce médecin qui est professeur par ailleurs et qui nous a dit oh, « Je ne crois pas que ça soit possible ». Eh bien, moi, je crois à la sage-femme. Je la crois parce que je pense que c'est exactement comme ça que les choses se passent. Et je le crois lui aussi. Je crois qu'il ne le voit pas parce que étant persuadé que ça n'existe pas, il ne voit pas ces signes-là. D'autre part, les agresseurs ne le font certainement pas devant lui. Tout concourt à faire que nous ne prenions pas conscience de ce qui se passe.
Quand j'étais professeure, j'avais lu Nicole Mosconi, vous savez, ces travaux de Nicole Mosconi qui disaient que les enseignants n'interrogeaient pas de la même manière les filles et les garçons en classe. Et je me rappelle très très bien d'avoir lu ce livre et elle faisait faire à ses étudiants des tests très précis sur le temps passé à interroger les filles et les garçons en classe. Je prends le livre, je jette comme ça et je dis mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Passez-moi l'expression, c'est ça que j'ai eu dans la tête. Je rentre et je pars, je vais faire mon cours. J'entre en classe et je me vois faire ça. C'est-à-dire que je me vois interroger les filles 2 fois moins, 3 fois moins peut-être que les garçons, avec plein de bonnes raisons d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que tous nous avons dans la tête intégré des comportements qui sont des comportements sexistes et qu'il faut que nous fassions, femmes et hommes, un travail là-dessus. Il faut que là où nous sommes, dans les professions où nous sommes, absolument nous déconstruisions cette chose-là. Donc pour revenir à votre question, oui, je pense qu'il faut un observatoire. Je crois qu'il faut qu'il y ait des moyens aussi dans une ville en particulier, une ville comme Marseille, et qu'on se penche sur ce problème et qu'on le déconstruit. Il y a plein de travaux. On va être aidés. Il y a plein de travaux formidables. Excusez-moi, j'étais un peu longue, mais voilà. Est-ce que c'était clair? Anaïs, allez-y. Pour revenir vraiment sur la question spécifique de l'urbanisme, il y a Jean Réville qui fait un travail très très précis sur ce sujet-là et qui bosse, je crois que c'est en ce moment en région parisienne où il y a une ville test un petit peu dans laquelle elles mettent en place pas mal de mesures. On s'est absolument foutu de la gueule de Caroline Dehaze quand elle a parlé de la largeur des trottoirs, bon, alors qu'elle avait parlé de pas mal de choses différentes, mais il y a des choses très pratiques, très simples à mettre en place sur l'urbanisme, notamment l'éclairage, déjà, pour qu'on sait que la nuit, c'est un temps d'anxiété particulière pour les femmes. Donc mieux éclairer l'espace public, réfléchir aussi les déplacements dans l'espace public, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des zones de travail et des zones d'éducation qui sont très éloignées les unes des autres. Et malgré tout, à l'heure actuelle, c'est toujours essentiellement les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants, donc qui accompagnent les enfants à l'école, etc. Donc l'idée, ce serait de rapprocher ces zones-là aussi pour que finalement tout ça se croise plus et qu'il n'y ait pas des zones dédiées finalement résidentielles, travail, éducation. On parle de la largeur des trottoirs, notamment pour que les poussettes puissent y passer plus facilement et que les femmes puissent, qui ont des jeunes enfants, se déplacer, et les hommes aussi qui s'occupent de leurs enfants en bas âge, puissent se déplacer de façon confortable dans la ville. Il y a plein de choses très pratiques, et notamment ce que j'ai trouvé très intéressant dans leurs recommandations, c'est le partage des espaces de sport. Les espaces publics sont très souvent monopolisés par les hommes, et j'ai des amis moi-même qui, entre filles, excusez-moi, essayent d'aller faire du basket. Et quand elles arrivent sur les terrains publics de basket, il n'y a que les hommes. Et elles mettent à peu près 2 heures à arriver à récupérer un terrain, alors que tous les terrains sont occupés par des hommes. Donc il y a aussi une réelle préoccupation sur le partage du temps des espaces de sport entre femmes et hommes, entre filles et garçons. Je sais qu'il y a des pays dans lesquels, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, je n'ai pas d'avis sur la question, mais il y a des pays dans lesquels on dit que le lundi, c'est le jour des filles dans les skateparks, etc. Mais bon, il y a des mesures qui sont plus ou moins bonnes, mais qui en tout cas visent à faire en sorte que les filles et les femmes puissent mieux s'approprier aussi les espaces sportifs. Parce que c'est vrai qu'il y a cette question de la non-mixité. Est-ce que des fois, c'est pas ce qu'il faut faire, faire des temps pour les femmes, des temps pour les hommes? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Je crois qu'il n'y a pas une réponse toute faite à cette question. Je crois que le principal, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que le préalable indispensable, c'est d'avoir une certaine prise de conscience de la part de nos concitoyens. C'est-à-dire de comprendre quels sont les phénomènes qui sont mis en place, parce qu'effectivement, ils sont très peu connus et ils sont tellement induits, tellement banalisés qu'on finalement ne les voit plus, et nous les premières. Donc je crois que c'est vraiment le préalable indispensable. Ensuite, je crois que sur l'appropriation de l'espace public, il y a une réflexion, il faut que les personnes, les principaux concernés, soient acteurs de leur secteur. C'est-à-dire que les questions d'urbanisation, elles doivent se réfléchir avec les principaux concernés, les habitants, et notamment les femmes, et notamment dans les instances publiques. Il faut qu'il y ait aussi une représentation féminine pour porter cette voix-là, parce que très souvent, on a des projets qui sont menés sans finalement avoir les consultations nécessaires et avoir le retour. C'est-à-dire que cette préoccupation-là d'égalité, elle n'est pas dans toutes les politiques publiques, dans l'urbanisme. On ne l'intègre pas, on l'intègre très peu. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une question qui doit être transcendante et qui doit apparaître dans tous les sujets. Le sujet de l'urbanisation, oui, et le sujet de la mobilité, parce que c'est un enjeu, évidemment, notamment parce qu'on le sait que dans les transports en commun, c'est un des lieux où il y a le plus de violences sexistes et sexuelles. Et on a aujourd'hui trop de femmes qui intériorisent ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain degré de tolérance qui est très élevé. Et j'étais la première à m'en étonner lors des travaux dans le cadre de la préparation du projet de loi, c'est qu'il y a une tolérance extrême.
C'est-à-dire qu'on le tolère et on se dit, on le banalise, on dit ce n'est pas grave, des victimes d'harcèlement, des victimes parfois d'agressions sexuelles. Dire une main aux fesses, oui, c'est une agression sexuelle, mais je me croisais, et même dans ma clientèle, dans ma vie d'avocate, des fois des femmes se dire, mais ce n'est finalement pas si grave. Ce n'est finalement pas si grave si j'étais avec ma poussette, s'il y a eu ce type de comportement. Donc il y a vraiment une banalisation et c'est pour ça que vraiment je reviens là-dessus. C'est la prise de conscience qui est importante et ensuite d'associer de plus en plus aussi les femmes à la question et les hommes aussi, d'avoir une vraie prise en compte de cette question d'égalité homme-femme dans toutes les politiques publiques et particulièrement dans les projets urbains. Alors, peut-être qu'on peut passer au sujet, resserrer le sujet vers la question vraiment du harcèlement de rue, qu'on a déjà évoqué petit à petit. Anaïs, donc vous avez commencé votre engagement, en tout cas, vous avez été... vous êtes entrée dans l'arène féministe par votre projet Pays Tachnek. Vous avez recueilli des témoignages de harcèlement de rue. Quand vous avez démarré, donc c'était en 2012, si je ne me trompe pas, vous vous attendiez à avoir un tel déferlement de témoignages ? Ah non, j'ai été la première surprise. Je ne m'attendais absolument pas. Je pensais que ça allait rester un truc entre copines. Et en bout de 5 jours, je recevais 150 témoignages par jour. Donc ça a été... moi, j'étais en panique absolue. Mais du coup, j'ai vite compris que je touchais à un sujet qui non seulement me dépassait, moi, à titre personnel, mais qui en plus concernait énormément de femmes. Donc déjà, l'ouverture du blog, elle a été générée par une conversation entre amis où je me suis rendu compte que finalement, une fois qu'on se mettait à en parler, chacune y allait de sa propre expérience et que finalement, aucune de nous ne pouvait dire qu'elle n'avait jamais été harcelée dans l'espace public. Donc c'est ce constat-là qui a fait aussi que j'ai ouvert le blog en disant, bon, on a des millions de choses à dire, on va essayer de les recueillir et de faire une espèce d'état des lieux, en tout cas là-dessus. Mais je ne pensais pas que ça prendrait. Et en fait, j'ai ouvert une vanne. Littéralement, il y a des dizaines et des dizaines de femmes, des centaines, et du coup maintenant des milliers de femmes qui se sont confiées. Et certaines me faisaient 3 témoignages en disant je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'en ai tellement que je pourrais témoigner, passer ma journée à témoigner et à raconter tout ce que j'ai vécu. Donc dès qu'on a ouvert l'espace, la parole s'est complètement lâchée et on s'est rendu compte de l'ampleur, je me suis rendu compte de l'ampleur du sujet. Et ce qui ressort aussi, je pense beaucoup dans le travail de collecte que vous avez fait, c'est aussi le risque et la réalité que les femmes intériorisent cette problématique en permanence. On parle de harcèlement, donc des faits quand même graves, des faits qui portent atteinte à la dignité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien dans votre travail, c'est que c'est pris comme une habitude, quelque chose d'acquis. C'est un des aspects intéressants du blog, du coup, parce qu'il y a des personnes qui débarquent sur Pays Tachnek pour le lire un petit peu par hasard et qui finalement s'identifient en se rendant compte qu'elles ont déjà vécu tel type de comportement qui a été décrit sur le blog et se rendent compte de la gravité de ce comportement-là. Moi-même, avant de voir la vidéo de Sophie Peters, donc c'est une jeune bruxelloise qui avait filmé en caméra cachée les comportements des hommes à son égard dans son quartier à Bruxelles, avant de voir cette vidéo et donc de voir cette violence appliquée à une autre femme, je le vivais, mais je l'avais parfaitement intégré, c'était acquis, c'était ça fait partie de la vie. Et de le voir en vidéo comme ça sur une autre femme, je me suis rendu compte de l'extrême violence en fait, de ses propos, de ses attitudes, etc. Donc effectivement, c'est un truc qu'on intègre complètement, et des outils comme Pays Tachnek permettent aussi justement de déconstruire le sujet, d'abord, avant tout, entre femmes. Moi-même, j'ai des amis qui, quand j'ai ouvert Pays Tachnek, me disaient, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai dit, attends, on est en train de parler des insultes, des mains au cul, des frotteurs, des suiveurs, des agressions, des machins. Je déconstruisais et faisais un peu tout le nuancier des possibles. Et là, elle me disait, oui, ça m'est déjà arrivé, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et finalement, aucune de nous, une fois qu'on déconstruit le sujet, n'est capable de dire, il ne m'est jamais rien arrivé de ma vie. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je défends le chiffre des 100% issus de l'étude sur le harcèlement et l'agression dans les transports parisiens, en l'occurrence. Ce chiffre de 100%, il est remis en question constamment, alors que pour moi, il est juste véridique. Il est vérifié à chaque... Bien sûr. Et c'est constamment, on a des personnes qui nous disent 100%, ce n'est pas possible. Malheureusement, si, c'est complètement possible. Donc oui, on l'intériorise au point que du coup, on ne se révolte pas. Donc là, l'objet, c'est que ces dernières années, il y a une prise de conscience d'abord des victimes, de nous-mêmes, et ensuite, c'est comment on transforme cette prise de parole, comment on transforme cette prise de conscience en quelque chose de constructif. Et alors, il y a une réalité qu'il faut aussi rappeler, c'est que si les femmes sont pour la plupart énormément victimes d'agressions dans l'espace public, la réalité des agressions, elle se fait aussi beaucoup dans l'intimité.
Et donc les violences conjugales sont quand même un phénomène qui dépasse en violence et en gravité, on peut le dire, ce qui se passe dans l'espace public. Mais est-ce que vous avez tendance à penser qu'il y a un continuum quand même dans les comportements de la rue? Est-ce qu'on peut faire le lien avec le comportement de l'homme abusif? Évidemment, c'est complètement lié. Enfin, les comportements déjà sont quasiment les mêmes, sauf que les enjeux, l'emprise, etc., n'est pas la même. Dans l'espace public, c'est souvent une personne qu'on ne va pas être amené à recroiser, alors que dans le cadre, que ce soit familial, amical ou professionnel, c'est quelqu'un qu'on côtoie, et donc dont on va subir l'emprise pendant plus longtemps. Donc les enjeux, les finalités, les conséquences ne sont pas nécessairement les mêmes, mais les mécaniques sont exactement les mêmes. Cette oppression, cette domination, etc., c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes choses qui se produisent. Alors, je pensais dire un petit mot à Geneviève Courreau. Juste ensuite, pour préciser quelque chose, c'est un mécanisme qui est un mécanisme de domination et d'humiliation. Ce n'est pas du tout un mécanisme de séduction dans lequel on a un goût pour une personne. Ce n'est pas du tout ça. Quand il vous est arrivé d'être harcelé, vous le comprenez très 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 bien. Que ce qui est en cause, c'est d'être humilié parce que vous êtes une femme et qu'il faut que vous soyez rabaissée. Et alors, peut-être justement oui, c'était important à rappeler, et peut-être Geneviève Courreau, c'est vrai que, alors moi je me souviens de quand a été lancé Pays Tachnek, et que ça a été une première libération de parole. C'est une mobilisation qu'on voyait moins dans les combats féministes avant, il me semble. Le harcèlement de rue, c'est quelque chose dont on a pris compte récemment. Mais oui, tout à fait. C'est véritablement quelque chose que tout le monde connaissait, mais qui était en quelque sorte intériorisé et qui n'était pas remis en cause. Et le bienfait des travaux que vous avez conduits, c'est justement de le faire ressortir et de montrer combien de femmes en souffrent véritablement. Bien sûr que oui. Oui, peut-être que je peux dire une petite expérience que j'ai eue en allant à l'école de la deuxième chance à Marseille. J'étais invitée à parler pour le 8 mars à l'école de la deuxième chance, et donc je parle le 8 mars et tout ça, bon bref. Et puis tout d'un coup un sujet arrive qui est le harcèlement de rue. Et là, on ne pouvait plus les arrêter. Les filles, elles avaient toutes quelque chose à dire. Et elles avaient, je me rappelle en particulier un témoignage d'une fille qui disait, dans le bus, il y a un monsieur qui est très chic, il est en costume et tout ça, et bien, il passe son temps à se frotter contre nous. Et il est dans le quartier, il est à Bougainville, il nous poursuit, il habite certainement pas là parce qu'il est vraiment très très chic. Il vient là pour pouvoir se frotter à nous parce que nous, on n'est pas riches. C'était horrible d'entendre ça. Puis un autre témoignage, genre une fille m'a raconté, ça c'est une histoire que j'aime beaucoup, elle dit, voilà, j'étais dans le bus et tout d'un coup je vois un garçon qui se frotte contre une fille qui avait de très beaux cheveux, il se frotte contre elle, il se frotte et elle voit rien. Et ça m'énerve. Alors j'ai bondi tout d'un coup sur la fille, je l'ai attrapée et je lui ai dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Et la fille lui dit, mais je te connais pas du tout, d'où tu sors? Si, on se connaît, ta mère m'a dit que... Elle prend la fille avec elle dans un petit coin du bus et elle lui explique la scène qu'elle venait de voir. Et à ce moment-là, la fille, furieuse, bondit sur le garçon et elle lui a fiché un aller-retour, si bien que tout le monde, évidemment, s'est demandé ce qui se passait dans le bus. Alors, elles ont amplement expliqué ce qui s'était passé. Tout le monde a pris leur parti et dès que le bus s'est arrêté, le garçon est sorti. J'ai trouvé ça formidable parce que, je leur ai dit, mais c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. C'est un des autres enjeux avec l'éducation, c'est la solidarité aussi. C'est la solidarité. Ça, c'est aussi crucial. Et dénoncer, parce que ça, elles ne le savent pas, ça. Et ça, Alexandra Louis, c'est vous qui allez faire ça. Il faut leur dire d'aller dénoncer. Mais c'est important, je rebondir là-dessus, parce qu'il est vrai, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, on a quand même un chiffre qui est parlant, c'est le 1%. C'est le 1% des personnes qui vont déposer plainte. Et vous le rappelez, vous parlez de jeunes filles, et ce sont souvent aussi les jeunes qui sont les premières victimes et qui sont ont le plus de mal
mal à déposer plainte parce qu'elles ne comprennent pas, et on l'a dit encore, elles ne comprennent pas qu'elles ont été victimes. Et même accepter d'être victime, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a ce cheminement à avoir, d'accepter d'avoir été victime, d'aller déposer plainte et de pouvoir justement... Ce cheminement-là est très très compliqué. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, en 2006, je travaillais sur un sujet qui était les violences faites aux femmes. J'étais en stage au ministère des Affaires sociales, ça s'appelait comme ça à l'époque, et on parlait des violences sexistes et sexuelles. On ne parlait pas de violences sexistes, on parlait de violences sexuelles. Et le harcèlement de rue, on n'en parlait pas. J'ai relu mon rapport de stage il y a peu de temps. On parlait de violences conjugales, on parlait des mariages forcés, on parlait des violences même du quotidien. On ne parlait pas de ce phénomène d'harcèlement de rue. Et je peux vous dire qu'en 2006, il existait déjà, c'est un fait. Je crois que cette prise de conscience, cette fait de parler, cette fait de pouvoir partager des expériences, parce que finalement tout le monde était victime, mais personne ne parlait. Et du coup, le silence s'ajoutait au mal qui existait déjà. Et c'est ce silence qui a été très néfaste. Et effectivement, le rôle de la loi, c'est de poser des interdits, mais c'est aussi de se servir de ces interdits pour faire de la pédagogie et pour faire de l'information. Et l'accès au droit, le droit est important, l'accès au droit l'est tout autant. Et je pense là parler peut-être un peu en tant qu'avocate, il y a un véritable défi en la matière parce qu'il y a un gros problème d'information, de savoir ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. L'avantage de la loi que nous avons votée en première lecture, c'est de fixer un interdit qui n'existait pas dans la loi. Le harcèlement, il y a plusieurs infractions qui existent, mais en tout cas, le harcèlement de rue, des tas de comportements ne relevaient d'aucune infraction, d'aucun interdit sociétal. Donc marquer cet interdit, c'est important, non seulement pour pouvoir le réprimer, bien entendu, mais avant ça, c'est surtout d'avoir ce travail d'éducation, ce travail d'information, et de permettre à des femmes, notamment, de ne pas avoir honte d'être victime, de ne pas se sentir coupable d'être victime, et de passer à un moment donné, de prendre la parole, de dire oui, non, et de pouvoir éventuellement porter plainte, ou tout autant, en tout cas, stigmatiser celui qui devrait l'être, c'est-à-dire l'auteur de ces violences-là. Alors justement, Alexandra Louis, on va poursuivre sur la loi qui prévoit, donc il y a plusieurs articles, mais il y en a notamment un dont on va parler ce soir, c'est cette infraction créée pour l'outrage sexiste, qui peut être passible d'une amende de 90 € jusqu'à 750. Est-ce que la sanction, c'est la bonne façon de faire changer les mentalités ? Alors, la sanction ne fait pas tout, mais la sanction est nécessaire. Je l'ai dit, je crois que l'intérêt de ce projet de loi, c'est de marquer un interdit fort, de le marquer dans le code pénal, et de se dire, la société, non, n'accepte pas l'outrage sexiste. C'est-à-dire que si vous le faites, vous êtes passible d'une sanction. Et la sanction, elle est importante. Donc, quand on parle de cette nouvelle infraction, je fais souvent le parallèle avec la sécurité routière, c'est-à-dire que quand, à l'époque, on parlait de la ceinture de sécurité, on nous disait, mais finalement, ça ne sert à rien, on ne pourra pas la mettre en œuvre. Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis. Et je peux vous dire, j'ai vu un reportage encore récemment sur le sujet, à l'époque, mais tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On va nous obliger à faire quoi ? Ça ne sert à rien. Et en plus, on ne pourra sanctionner personne. Là, le fait est que de fixer cet interdit, de pouvoir le sanctionner, d'abord, ça permet une chose, ça permet de faire de la pédagogie et comment aller expliquer à des jeunes que demander un numéro de téléphone en insistant pendant 10 minutes, non, ça ne se fait pas, non, c'est interdit, si ce n'est pas interdit à un moment donné par la loi pénale. C'est-à-dire si le législateur n'a pas fixé cet interdit. Je crois que c'est le préalable indispensable. Moi, je crois que la répression, elle a sa place, mais que la répression ne fait pas tout et qu'il y a ce rôle d'éducation, ce rôle d'information et de pédagogie autour de ce texte à porter. Alors justement, aujourd'hui, dans la loi, on n'a que la partie sanction. Alors ce projet de loi est un projet de loi de droit pénal, c'est-à-dire qu'il n'a trait qu'à la répression des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de toute la politique en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, heureusement. Je dirais que c'est la première pierre à l'édifice. Et je crois que les politiques, notamment celles annoncées par Marlène Schiappa, permettront justement de développer cette pédagogie, les campagnes d'information, parce que ça passe aussi par là. Il y a un sujet, vous parliez tout à l'heure du continuum des violences, mais c'est vrai que c'est important de faire de la pédagogie au niveau de ce premier degré de violence que sont le harcèlement de rue, mais il y a d'autres violences qui prennent souvent le pas, et notamment dans la sphère privée, dans la sphère familiale. Donc il y a un travail énorme à faire de ce côté-là. La loi doit quand même fixer cet interdit. Moi, je pense que cette loi-là a le mérite de combler des lacunes de notre droit positif. Et je pense que d'autres politiques devront s'enclencher
par la suite pour justement avoir ce rôle d'éducation, ce rôle d'information. Mais la loi ne fait pas tout, je crois qu'il faut le dire, et c'est important, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas la loi qui l'a fait. Ce sont des gens comme vous qui, à un moment donné, ont pris la parole. Moi, je crois qu'il y a une responsabilité collective en la matière. Je crois qu'il ne faut pas non plus tout attendre simplement du droit. Je crois que la responsabilité de chacun, c'est de dire qu'on ne veut plus que les choses restent en l'état, qu'on veut que ça change et qu'on veut faire évoluer notre société vers plus d'égalité, vers moins de discrimination, et notamment à l'égard des femmes. Je crois que l'enjeu, il est là. Je crois qu'on est dans une société où on a de plus en plus besoin, finalement, d'interdits pour fixer les choses, et il en faut, et c'est nécessaire. Mais je crois qu'il y a une responsabilité de chacun, vraiment, en la matière. Anaïs, allez-y. Je vais faire le point sceptique sur cette loi. On m'a déjà entendu quelquefois être très critique sur ce projet. Alors vraiment, je me concentre sur la loi parce qu'effectivement, la loi seule ne suffit pas. Ça, on le sait tous et toutes. Il faut faire de l'éducation, etc. Mais sur cette loi, très concrètement, elle pose des problèmes pratiques très, très forts. Il y a notamment la confrontation. Donc on parle d'une verbalisation, d'un flagrant délit fait par des agents dans des situations de harcèlement, et donc qui verbaliserait le harceleur identifié comme harceleur. Ça pose déjà la question de la confrontation de la victime et de son harceleur. C'est-à-dire qu'on va verbaliser le harceleur. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de la victime et de son harceleur? Le harceleur, on le sait, s'il se prend une prune de 90 balles, on a de fortes chances pour qu'il s'énerve encore plus sur sa victime. Donc ça pose un véritable problème de ce point de vue-là. Ensuite, on sait que les harceleurs sont quand même, même si c'est des chiens de liège, ils n'ont pas tendance à harceler devant un agent de police, ou très rarement, quand même. Faut vraiment tomber sur le plus stupide des harceleurs pour qu'ils le fassent. Donc c'est très compliqué de constater un flagrant délit. Donc on sait d'avance qu'il y aura quand même peu de flagrants délits. On voit notamment en Belgique, il y a déjà une loi, donc c'est pas exactement les mêmes applications, etc., les mêmes termes, mais au final on a eu très très peu d'effets dénombrés. Donc ça pose ce problème-là. Nous, on tient aussi, donc quand je dis nous, là, c'est moi en tant que Pays Tachnek, mais aussi l'association Stop Harcèlement de rue, sur lequel on a travaillé ensemble sur ce projet de loi. Il y a un sujet sur lequel on tient vraiment à tirer la sonnette d'alarme, et on sait que la sonnette n'a pas été tirée, c'est sur le contrôle au faciès. C'est-à-dire qu'on sait déjà à l'heure actuelle que la police a tendance à être beaucoup plus attentive au comportement des hommes perçus comme noirs ou arabes. Ça ne va pas arranger les choses. Alors on nous dit qu'ils seront formés, mais pour l'instant on ne m'a pas du tout présenté le projet de formation de ces agents-là, donc pour l'instant je reste très sceptique. Et donc on a peur que ça vienne aggraver des tensions qui sont déjà existantes et flagrantes, et pour le coup constatées et indéniables. Et on ne veut pas que la lutte contre le sexisme et les violences sexistes viennent alimenter d'autres problématiques comme celle du racisme. Donc là il y a un vrai risque, il y a un vrai enjeu qui n'a pas été réfléchi. Pour le coup j'en ai parlé avec Marlène Schiappa et je peux affirmer qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas de réponse à cette question. Donc c'est quelque chose qui n'a absolument pas été pris en compte dans ce projet de loi, et moi ça m'inquiète terriblement. Peut-être Alexandra Louis, est-ce qu'il y aura vraiment des amendes? Alors, il est vrai que, comme vous, je me suis posé la question de, finalement, quelle sera l'efficacité de cette loi? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire que c'est bien de poser un interdit, comme je l'ai dit, c'est bien de faire de la pédagogie, mais après, il faut pouvoir la mettre en œuvre. Moi, je me suis posé les questions et je les ai posées à chacune des personnes auditionnées sur le sujet, parce que c'est important. La première des choses, pour revenir sur l'exemple belge que vous évoquez, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'en Belgique, il faut un dépôt de plainte. Et on le sait qu'en France, on a 1% de dépôt de plainte, ce qui est extrêmement peu, ce qui est même très inquiétant. Donc on sait très bien que les femmes n'iront de toute manière pas déposer plainte au commissariat pour la plupart. Donc c'est déjà une différence notable entre le système belge et le système français. Et nous en avons d'ailleurs tiré les conséquences. Moi, j'avais auditionné une universitaire qui était contre la création justement de cette infraction. Et on a fait une table ronde avec d'autres universitaires, et à la fin de cette table ronde, qui a duré 2 heures, on a évoqué d'autres articles, mais en tout cas celui-là, il en est ressorti qu'il était nécessaire de fixer cet interdit, et que justement les difficultés, parce que justement il y avait une comparaison avec le système belge, que c'était complètement différent. Le principe de pouvoir verbaliser immédiatement, c'est le principe d'abord de la promptitude de la peine, c'est une vertu pédagogique aussi pour celui qui la reçoit, et aussi pour la victime, et aussi pour les témoins, parce qu'il y a souvent des témoins de ce genre de choses. J'ai aussi auditionné des policiers et des gendarmes pour leur dire finalement comment vous allez procéder dans la pratique. On le sait, évidemment, les flagrants délits. Alors moi, je minimiserai un peu ce que vous avez dit, je modérerai un peu. La pratique de ma profession m'a appris qu'il n'y a pas que des grands stratèges et des personnes forcément très malignes quand elles commettent des infractions, et que très souvent, on en est témoin et on ne réagit pas. Donc ça, c'est une première chose. Mais pour ceux, évidemment, qui seraient un petit peu plus habiles, dirons-nous,
Évidemment, on ne sanctionnera, je ne vous dis pas que demain, on va sanctionner tous les outrages sexistes. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens, justement, pour pouvoir verbaliser. D'abord, on a la vidéo. On a de plus en plus de vidéos, notamment la vidéosurveillance. On a les agents assermentés, la police municipale qui pourra verbaliser utilement, oui, non, mais j'y reviendrai, qui pourra utilement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas moi qui ai eu cette idée-là de la vidéo, c'est un policier qui m'en a parlé, qui m'a dit oui, c'est un outil qu'on utilise. Alors c'était le sujet du précédent débat. Et il nous disait qu'il pourrait utiliser ces outils-là pour justement conforter la réalisation d'une infraction. Ce qui est important, c'est que oui, ça sera toujours très difficile, comme de nombreuses infractions dans l'espace public. Dans l'espace public, sanctionner, quelle que soit l'infraction, c'est très compliqué parce qu'on a toujours ce problème de preuve. La vidéosurveillance à Marseille a fait ses preuves pour de nombreuses infractions. Il y a aussi parce qu'il y a des victimes qui... Oui, non, mais je vous assure que les vidéos à Marseille, en tout cas en centre-ville, ont fait baisser le niveau de violence au centre-ville depuis qu'elles ont été mises en place. On a eu un grand débat là-dessus le mois dernier. On ne va pas le refaire en entier. On va pas le refaire, mais... En tout cas, c'est un élément moi, qui m'a été apporté, une réponse qui m'a été apportée par rapport aux personnes auditionnées. Moi, je crois qu'on doit justement tout faire pour que cette verbalisation marche. Et il faudra évaluer la loi, et je serai la première à le faire. C'est-à-dire que c'est aussi mon travail. Je suis co-rapporteur d'évaluation, mais je serai très heureuse qu'on en rediscute à ce moment-là pour voir justement ce qu'on peut améliorer ou pas. Et je vais revenir sur le point que vous avez évoqué, qui a été soulevé par des associations, et elles ont eu raison de le faire, c'est justement d'éviter deux choses, le contrôle au faciès et des contrôles qui auraient lieu systématiquement dans certains endroits, notamment dans certains quartiers. C'est deux choses, évidemment, des points sur lesquels nous sommes particulièrement vigilants, parce que, évidemment, on le sait que dans d'autres cadres, il y a pu avoir des dérives, il faut le dire. Nous serons vigilants. Alors oui, il y a la formation. Vous parlez du contenu des formations. Il y a des formations déjà qui existent dans la prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Il y en aura d'autres. Je serai moi la première vigilante sur le contenu de ces formations. Et je me rendrai sur place pour voir comment elles sont organisées, ce qu'elles comportent, combien de temps, combien d'heures, pour combien de personnes. Nous verrons, en tout cas, je pense qu'il y a un travail d'évaluation à faire sur cette loi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de loi parfaite. Moi, je crois que les lois, elles se construisent avec le temps. Le principe, c'est de poser un interdit, de continuer à évaluer et d'avoir des retours. Et c'est très important de le dire. Pour le contrôle au faciès et les contrôles sur certains secteurs, là aussi, il va falloir être vigilant et compter aussi sur la formation des policiers et aussi sur leur bonne volonté, bien évidemment. Mais je crois que moi, justement, je pense qu'il ne faut pas faire un faux procès non plus aux policiers. Je pense qu'effectivement, il y a eu un déficit de formation pendant des années, et je suis la première à le dire, parce que moi, avocate, pour avoir passé beaucoup de temps dans les commissariats, j'ai notamment accompagné des victimes, il y a effectivement eu des progrès, il devrait y en avoir encore, il faut le dire. Mais ce qu'ils me disent, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes de formation, 50% de plus de demandes de formation, sur tout ce qui est recueil des plaintes, sur tout ce qui est égalité homme-femme. Donc je crois que c'est plus... Des policiers. Et ça, c'est vraiment nouveau depuis cette année. Donc c'est encourageant. Moi, je crois que plutôt que de stigmatiser les policiers, te dire que finalement, ils seraient enclins à toujours sanctionner les mêmes, je crois qu'il faut les encourager, les accompagner. Je crois qu'il faut qu'il y ait un échange aussi avec les associations. Je crois qu'il faut créer des espaces pour le faire. Mais je le crois. Je crois que c'est nécessaire. Alors, à ce sujet, juste avant de vous donner la parole, Madame Couraud, vous pouvez retrouver sur Mars Actu, on a fait un article ce matin, une interview du chef du bureau d'aide aux victimes des Bouches-du-Rhône, qui est un policier qui s'occupe de l'accueil des victimes dans les commissariats. Donc il y a on a échangé avec lui sur cette question, et lui, il constatait un désir de formation. Alors voilà, lui, il est dans l'endroit qui coordonne les formations pour les policiers, et il estime que ça s'arrange. Alors, dans la galaxie des projets Payta-Payton qui existent maintenant, il y a Payta Police qui témoigne du harcèlement des victimes, enfin de l'accueil des victimes, notamment d'agressions sexuelles par les services de police, qui, à l'heure actuelle, pour les milliers de témoignages qui sont déjà publiés, est absolument catastrophique. Et j'ai reçu notamment des messages du coup, de gendarmes, de policiers qui témoignaient anonymement du pourquoi ça se passait aussi mal. Et il y a notamment cette pression des anciens, on va dire. On a peut-être effectivement des nouvelles générations qui sont un petit peu plus attentives à ces sujets-là, mais en tout cas, à l'heure actuelle, il peut y avoir autant de formations qu'on veut. Le système n'est pas fait pour que, les victimes soient bien accueillies. Donc moi, je me demande qui va, à un moment donné, constater les flagrants délits, qui va arriver à identifier une situation,
comment on va parler à la victime, comment on va s'adresser et de quelle manière on va se concentrer sur quel type de harceleur et effectivement dans quelle zone, parce qu'il y a eu quand même un plan de déploiement des agents dédiés au harcèlement sexiste qui a été publié. Et évidemment, on a Sevran, on a La Chapelle, on a des zones déjà très stigmatisées qui sont évidemment très concentrées en nouveaux agents de police supplémentaires, ce qui nous étonne beaucoup. Et donc moi, j'ai très très peur parce qu'à l'heure actuelle, pour moi parler, donc j'ai reçu 15 000 témoignages, 20 000 entre le harcèlement au travail et le harcèlement... la police n'est clairement pas considérée comme une alliée, et a raison. Donc, à moins d'une remise en question très profonde du système, de ce système-là, c'est très compliqué. Maintenant, quand on parle de stigmatisation de la police, je suis très choquée par ce terme, stigmatisation en parlant de la police. Oui, non, mais je sais bien que vous ne parliez pas de moi, mais on ne peut pas parler de stigmatisation quand on parle, au contraire, de personnes qui stigmatisent énormément, quoi. Ça me semble un petit peu malvenu. Geneviève Courreau. Je vais rebondir sur deux points que vous avez évoqués. Premièrement, la question du bilan de la loi. Ça, c'est le travail du Haut Conseil. Le Conseil a parmi ses missions le fait au bout d'1 an, 2 ans, de faire le bilan d'une loi, et nous le faisons tout à fait régulièrement. Donc voilà, cette loi, elle va passer au crible de nos travaux. Premier point. Deuxièmement, concernant le travail en équipe avec les policiers, nous, quand je dis nous, c'est l'association à laquelle j'appartiens, une des associations qui s'appelle Élus contre les violences faites aux femmes, dont j'ai été présidente. C'est une présidence tournante par parti politique. J'étais présidente 2 ans. Et nous travaillons avec les gendarmes et les policiers. Et nous faisons des formations qui sont pour les élus. Et dans ces formations, il y a mis en place un travail qui est concerté avec la police de proximité, avec la police dans les petites villes comme dans les grandes villes, et avec les gendarmes, bien entendu. Toutes les grosses associations qui travaillent sur les violences, elles travaillent en lien étroit avec les commissariats de police, avec la gendarmerie, évidemment, parce que c'est un travail, un dialogue, et il faut s'expliquer les choses, et de cette manière-là, les gens se forment. Puis le troisième point sur lequel je voulais intervenir, c'est aussi sur la prévention. Dans le RER, il y a 1 mois à peu près, il y avait des messages disant que le harcèlement sexuel était puni par la loi de temps, et moi j'ai assisté à une scène d'un garçon qui était en train d'embêter une fille. Alors moi je regardais parce que j'allais bondir dessus. Le message est passé et hop, il a disparu. Je crois que ça, c'est très important, ces messages qui transmettent le fait que c'est puni par la loi et qui peuvent être arrêtés. Et dans le métro ou le RER, ça marche drôlement bien, hein. Tout le monde était comme ça, un peu gelé d'entendre le message qui est extrêmement sévère. Je ne sais pas, vous pouvez nous parler de cette campagne, vous êtes au courant ou... J'ai trouvé cette campagne très bien. Alors, je sais que justement, il y a des fonds qui sont... Marlène Schiappa a fait des annonces sur le sujet, notamment pour avoir des campagnes de communication, effectivement, notamment sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Moi, je crois que le but, en tout cas, c'est d'encourager les initiatives qui marchent, de les déployer ailleurs. Donc moi, je trouve que c'est une excellente idée et qu'il faudra la déployer. Mais je voudrais revenir en quelques mots, très rapidement, sur notamment les policiers, notamment la police de sécurité du quotidien. Je crois que justement, cette nouvelle police, c'est aussi de changer la façon de travailler. Et je crois que ce dont on parle et les difficultés qu'il y a, que je ne nie pas, elles doivent être intégrées dans cette police sécurité du quotidien. C'est bien l'enjeu, c'est-à-dire qu'on a une police, et ça a été rappelé par Gérard Collomb, on a une police évidemment qu'on doit protéger contre... mais oui, mais non, mais je rappelle parce que c'est important parce que finalement c'est peu connu et... Je crois qu'il y a dans la police comme partout des gens qui font formidablement leur travail et d'autres qui le font moins bien, comme dans la mienne, comme chez les avocats, comme dans d'autres. Je crois que c'est important de le rappeler. Moi, ce que je crois, c'est de souligner plus que jamais qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'investissent jour et nuit pour la sécurité de tous. Et il y en a beaucoup qui s'investissent sur la cause égalité homme-femme. Et je crois qu'il faut le souligner. Et ce sont pas que des femmes. Moi, j'ai vu des hommes aussi très engagés sur le sujet. Et je crois qu'en tout cas, qu'ils méritent... en tout cas, qu'il faut le dire et qu'il faut le rappeler. Moi, je crois que la police sécurité du quotidien doit intégrer ça. Elle l'intégrera. C'est aussi l'occasion d'avoir plus de policiers sur le terrain, parce qu'on a des policiers aujourd'hui qui sont beaucoup sous pression, beaucoup dans leur bureau. Je crois aussi qu'il faut en finir avec cette politique du chiffre qui a en tout cas amené à faire beaucoup plus certainement de contrôle aux faciès. Je crois qu'il faut les amener à faire du travail de qualité, qu'il faut leur donner les moyens pour ça. Et c'est ce que nous voulons faire.
Justement, dans le cadre de cette loi, nous les formerons, et c'est important de le dire, nous les formerons dans tous les aspects de leur profession, et notamment en ce qui concerne l'égalité homme-femme, et notamment aussi dans les rapports entre les policiers entre eux, parce que c'est un milieu aussi sur lequel il y aurait beaucoup à dire sur les rapports entre les hommes et les femmes. Donc il y a un vrai travail qui est fait, qui est amorcé, et je crois qu'il faut souligner encore une fois le fait que cette demande de formation, pour moi, est révélateur de quelque chose. Une prise de conscience. On parle de prise de conscience, elle a lieu dans la société, elle a lieu aussi dans la police. Ce sont des femmes, c'est des hommes comme nous. Donc à un moment donné, eux aussi ont eu cette prise de conscience, et c'est heureux. Je crois qu'un chemin a été fait, que le chemin est encore long, et que nous serons vigilants en tout cas pour faire en sorte que ces problématiques-là soient prises en compte. Et nous y veillerons, en tout cas moi en tant que législateur, je parlais du rôle d'évaluation, parce que ça fait partie aussi du rôle du législateur, et je crois qu'il faut le faire toujours en partenariat avec les associations, avec les spécialistes du sujet, et on continuera sur ce chemin-là, mais il faut surtout, il faut aussi savoir mesurer le chemin parcouru à un moment donné, je crois que c'est important. Alors, je sens que ça frémit dans la salle. On approche du temps de questions. Mais avant ça, je voudrais reparler un petit peu avec Geneviève Courreau. On a parlé de la prévention, de l'éducation. C'est des choses que vous avez suivies. Vous avez vu aussi les cailloux dans la machine. On peut se souvenir de la fin de l'Observatoire des droits des femmes que vous présidiez. Parfois, le pouvoir politique, il peine à instaurer une continuité, et vous avez vu que parfois ça bloque, pour avoir été aussi élu. Est-ce qu'il reste des leviers à soulever qui n'ont pas été encore soulevés? Est-ce qu'il reste des choses à explorer pour éduquer, pour faire plus de pédagogie? C'est beaucoup de questions en même temps. Vous avez évoqué l'Observatoire des droits des femmes du Conseil général, dont j'ai été présidente pendant 11 ans, de 2004 à 2016, et qui a été supprimé en plénière en début de 2017. Alors qu'on pensait pouvoir repartir sur un autre mandat. L'Observatoire comportait un groupe d'experts. Il fonctionnait avec un groupe d'experts et d'expertes d'une vingtaine de personnes. On était 21 à la fin, et on travaillait sur des sujets qui étaient en lien avec les compétences du Conseil général. Donc on a travaillé sur les collèges et la violence dans les collèges. On a travaillé aussi sur l'accompagnement de femmes titulaires du RSA vers des métiers culturellement masculins, qui est un projet auquel nous tenions beaucoup. Donc, existe l'Observatoire des droits des femmes, et bon, c'est comme ça, hein, la politique, les majorités changent, la ligne politique change, et c'est la démocratie, voilà, c'est comme ça. Ceci dit, c'est très facile de supprimer un observatoire, et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et donc, reconstruire ensuite derrière, c'est extrêmement compliqué. Et on a une responsabilité, d'après moi, qui est une responsabilité importante. Ce qui me frappe dans toute la période que nous avons vécue, vu mon grand âge, n'est-ce pas? Mais je ne vais quand même pas remonter jusqu'au droit de vote des femmes. Je vais parler simplement des dernières années. C'est que ça fait des années que nous travaillons sur ces sujets. Par exemple, la question des transports. Par exemple, la question des temps de la ville, qui sont des questions qui touchent à ces sujets-là. C'est des questions qui ont émergé dans les années 2000 avec Edmond Hervé, Dominique Méda, Catherine Coutel qui était élue à Poitiers, etc. Et ces questions-là, hop, sous le tapis, c'était plus à la mode, les personnes qui les avaient en charge ne les avaient plus en charge, et c'est fini, on repart sur autre chose. C'est extrêmement dommage. On a l'impression, comme on dit en Corrèze, de bêcher de l'eau, hein, de temps en temps. Hein. C'est vraiment, je veux pas être désespérée, c'est pas ça. Mais il faut faire attention qu'un sujet n'en chasse pas un autre. C'est-à-dire qu'il faut rester ferme sur les acquis que l'on a conquis, sur les choses que l'on a conquises. Il faut rester ferme sur ce que nous avons fait. Il faut rester ferme sur les politiques qui ont été conduites et qu'il faut continuer de conduire. Je pense que sur la question des formations, puisque vous m'interrogez dessus, elle est fondamentale. Les élus doivent se former, les élus US.
Vous savez bien que l'argent de la formation des élus qui représente des sommes très importantes, pas les députés, vous êtes tout formés, vous n'avez besoin de rien. Mais les autres élus, ils ont des sommes pour se former extrêmement importantes. Moi, quand j'étais élue, je sais qu'il n'y avait jamais un homme qui se formait. Ils étaient sans doute nés tout formés du ventre de leur mère. C'était des générations formidables. Mais on apprend. Moi, j'ai fait petite élue d'arrondissement dans le 13-14. J'ai fait toutes les formations. Sciences Po, la lecture des budgets, l'urbanisme, etc., etc. Tout en travaillant, tout en étant donc élue en mairie, tout en étant présidente d'une grosse association, parce que tout ça, ça fonctionne ensemble, ça marche ensemble. C'est la vie municipale. Il faut que les élus se forment, il faut que les agents se forment aussi. Si j'insiste sur les élus, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui le leur dit en face, et c'est extrêmement dommage. Je le redis, que je ne le dis pas pour vous, puisque vous êtes à l'abri n'ayant pas droit à cette formation. C'est vrai, c'en est une, mais enfin quand même, les vraies formations bien construites, c'est pas mal aussi. Bon, donc, je vous propose de passer aux questions de la salle. Je vais donc avoir besoin de nos aides micro. Tout sortira